Hello maman, je suis Rebecca et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement. Maman d'un petit garçon et complètement bouleversée par la maternité, je te propose de retrouver ici chaque semaine un ou plusieurs nouveaux récits d'accouchement avec des mots authentiques, sans filtre et sans tabou. L'occasion de partager, d'apprendre et peut-être même de guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, c'est parti! Bonjour à tous et merci d'être là. Je vous propose aujourd'hui de découvrir le témoignage de Mélusine. Un témoignage pas évident, car l'on parle ici d'une mort fœtale in utero survenue à 39 semaines d'aménorrhée. Une situation très difficile à vivre, aussi bien pour les parents que pour les proches. Mélusine revient avec nous sur les circonstances de cette grossesse, comment s'est passé son accouchement et comment elle se sent aujourd'hui alors que ça n'a fait que 2 mois. Si c'est un sujet avec lequel vous ne vous sentez pas à l'aise, n'hésitez pas à écouter un autre épisode. Et pour ceux qui ont envie d'en savoir plus, c'est parti. Alors bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as ou tu aurais dû avoir, et en ajoutant tout ce que tu aurais envie. D'accord, ben bonjour. Je m'appelle Mélusine, et j'ai 29 ans et en décembre dernier, j'aurais dû en fait avoir mon premier enfant qui s'appelle Louis. D'accord. On va parler un petit peu de ça. Alors, tout d'abord, est-ce que tu peux me raconter ton expérience de la grossesse? Est-ce que tu te souviens du moment où vous avez lancé projet bébé? Est-ce que c'était un souhait, une surprise? Mhm. Alors, avec mon conjoint, ça fait bientôt 10 ans qu'on est ensemble. On s'est rencontrés à la faculté. On avait tous les deux 20 ans. Et en fait, voilà, la vie a fait un petit peu son cours. On a fini nos études, on a trouvé nos emplois, on a acheté une maison. Donc, entre guillemets, la suite logique, après, c'est présenter un petit peu le projet bébé. Après, c'était pas quelque chose qui était spécialement préparé ou attendu. Enfin, on n'était pas dans quelque chose de programmé, c'est-à-dire que en fait, on s'est dit bon ben voilà, on a en fait tous les facteurs sont au vert d'un point de vue financier, on a les moyens de l'accueillir, etc. On va laisser la nature faire et puis bah si ça prend, c'est bien et puis si ça prend pas, bah il y a pas spécialement d'attente. Ouais. Donc le temps passe et puis bah vient un jour où je vais voir mon conjoint, je lui dis bah écoute, j'ai pas encore eu mes règles. Et là, on rigole. Et puis, il me dit, de toute façon, il me dit, t'es tellement réglé comme un coucou. Il m'a dit, je pense qu'il n'y aura pas trop de surprises. Ok. Ouais, c'est pas, tu savais que c'était signe que quelque chose se passait, quoi. Voilà. Ok. Et du coup, quand vous avez bien accueilli la nouvelle, du coup, c'était une bonne nouvelle quand même. Ah bah, ça m'a quand même fait tout drôle quand j'ai vu le... C'était un test digital, donc il y avait marqué enceinte 1 ou 2 semaines. Donc il y a une partie de moi qui le savait. Et puis en même temps, j'avais un petit peu du mal à réaliser parce que ben, comme il n'y avait pas d'attente, je Ouais. pensais pas que ça viendrait en fait. Je sais pas, c'était une très bonne nouvelle pour nous. On était ravis. Mais il y a quand même eu un petit temps de waouh, qu'est-ce qui se passe? Ouais, forcément. Ok. Et comment s'est passé, du coup, le début de ta grossesse? Comment tu l'as vécu? Très bien. Franchement, donc j'ai appris que j'étais enceinte très tôt, hein, du coup. Donc je suis tout de suite allée voir la médecin traitant qui m'a prescrit des prises de sang. Bon, elle a quand même remarqué que j'étais très angoissée, bah, forcément, un premier trimestre, à l'idée de faire une fausse couche ou qu'il y a un problème, etc., une grossesse extra-utérine. Enfin, toutes les craintes que n'importe quelle femme en début de grossesse peut avoir. Donc, on fait les prises de sang, la grossesse est bien évolutive, tout se passe bien. Je n'ai pas du tout de symptômes invalidants. J'ai mal au sein, c'est tout. Vraiment Ok. une poitrine très, très sensible. Mais grossièrement, le début de grossesse se passe très bien. Et vers, je dirais, 9 semaines d'aménorrhée, ben là, il commence à y avoir plus de symptômes invalidants. Je commence à avoir ben, des nausées, euh, mais rien de particulier, quoi. Vraiment, un début de grossesse, je me disais même que j'avais de la chance. Je me suis dit Ouais. par rapport à ce que je peux entendre d'autres femmes, quoi. T'étais quand même du coup assez informée quand même sur ce qui pouvait se passer, sur les symptômes, sur là tu parles de grossesse extra-utérine, enfin c'est quand même des choses pour lesquelles on peut ne pas connaître les choses quoi.
Disons que de par mon métier, j'accompagne beaucoup de familles et bah, voilà, c'est des choses que j'ai déjà rencontrées, voilà, des D'accord. femmes qui ont eu des grossesses compliquées. Ok, ouais. Donc c'est pour ça que tu avais conscience que ça pouvait ne pas être tout rose, quoi. Bien sûr, Ok. Ok, d'accord. Du coup, ton premier trimestre commence à se compliquer un petit peu sans être pour autant insupportable. Et oui. du coup, comment se passe la suite de ta grossesse? L'échographie du premier trimestre te rassure? Il faut aussi savoir que quand je suis allée voir mon gynécologue la première fois, dans mon dossier, j'ai ce qu'on appelle de la résistance à la protéine C activée avec mutation du facteur 5 de Leiden. C'est un grand mot qui veut dire pas grand-chose. En fait, Ouais. globalement, c'est juste un petit souci de coagulation sanguine. Ok. Mais vraiment, rien de... Enfin, c'est quelque chose pour lequel je n'ai pas de traitement au quotidien. Il y a juste il y a des choses sur lesquelles je dois faire attention. Par exemple, il faut éviter bah, le tabac, l'alcool, les contraceptifs hormonaux, des choses comme ça. Donc ça, c'était les trois facteurs que je n'avais pas. Donc en soi, il n'y avait pas de souci. Ok. Mais pour fluidifier un petit peu le sang, j'étais sous aspégique. Donc c'est de l'aspirine, hein, dose nourrisson. C'était 100 grammes, je crois. Donc vraiment une toute petite dose. Et Ok. voilà, c'est juste pour poser un petit peu ce contexte-là parce qu'il va être important pour la suite, Ok. du coup. Donc voilà, j'ai cet aspégique que je prends dès 8 semaines d'aménorrhée tous les matins. Ça devient un automatisme. Donc la première échographie, je l'ai faite. J'ai fait d'abord une première échographie endopelvienne à 7 semaines à peu près pour être Ok. sûr que bah, il y avait un petit cœur qui battait. Ouais. Donc là, gros moment d'émotion, hein, on sent le petit Forcément. cœur de ce bébé qui commence à battre. Et là, ça concrétise encore le fait que bah, voilà, il se passe quelque chose. Donc, je suis envoyée vers une sage-femme libérale qui fait voilà, des suivis échographiques. La première échographie, bah, mon conjoint est avec moi, hein, forcément. Donc, on voit que ben, le bébé se développe bien, que tout va bien. Euh, les premiers éléments montrent que tout est au bon endroit, que voilà, il est bien. Il est tout bien. Et Ouais. du coup, la sage-femme me dit qu'elle va quand même me faire un Doppler par rapport à cette résistance à la protéine C, parce que, enfin, en tout cas, avec cette mutation, parce que justement, il peut y avoir ce qu'on appelle des notches pendant la grossesse, donc une baisse du flux sanguin dans les deux artères utérines, d'un côté ou de l'autre, ou des deux côtés. Et elle se dit, bah, on va quand même prendre une première mesure pour vérifier. Bon, sans surprise, il y a des notches Ok. de type 1, je crois, mais elle m'explique qu'à ce stade de la grossesse, c'est normal. D'accord. Donc je me dis, bon, premier coup de stress. Je me dis, bon, si la dame, elle dit que c'est normal, on va lui faire confiance. Ouais. Donc, elle me dit, vous inquiétez pas, le bébé, là où il en est à ce stade, c'est là où il doit être. Vous inquiétez pas, on fera du coup des mesures en fait à chaque fois. Et elle demande à ce que je vois avec le gynécologue pour avoir plus d'échographie pour surveiller justement. Ok. Donc là, ça te stresse un peu, mais t'es quand même rassurée par le discours de la soignante, quoi. Ben, c'est ça, où elle m'explique qu'à ce stade de la grossesse, c'est normal qu'il y en ait, parce que bon, c'est encore en train de se faire, c'est pas encore, tout n'est pas encore bien calibré, on va dire ça comme ça. Ok. Bah, et comment se poursuit du coup ta grossesse et tes examens? Encore une fois, une grossesse presque parfaite, hein. Les symptômes très invalidants, les nausées, etc., disparaissent bah, dès la fin du premier trimestre, hein. La fameuse Et quand magie du deuxième trimestre qui arrive. c'est ça, et encore une fois, pas des nausées hyper invalidantes. C'est-à-dire que bon, il y a eu des moments de la journée, bon, bof, pas trop bien, mais globalement, ça passait assez rapidement, quoi. Ok. En sachant que je pouvais continuer à travailler à côté. Enfin, j'étais vraiment, pouf, je me suis dit, mais quel bonheur, quoi. Enfin, C'est j'étais super facile. contente. J'étais vraiment super contente. Mon ventre commence tout doucement à sortir. Donc voilà, je commence à l'annoncer aux gens, Ouais, aux parents d'abord, hein, forcément, parce qu'on veut que ce soit les premiers informés, puis les amis très très proches. Et enfin, quand vient la fin du premier trimestre, je me dis, bon, bah, je vais le dire à mon employeur quand même, enfin, à mes employeurs, parce que j'ai demi-temps. Euh, donc, encore un pas de consécration dans cette grossesse, le ventre qui commence à sortir, on commence à l'annoncer, tout le monde est ravi. ouais. Donc voilà, le deuxième trimestre commence et commence bien.
Commence bien, ok. Et du coup, tu as des échographies du coup plus fréquentes ou c'est vraiment celle du deuxième trimestre, la suivante? J'ai eu, normalement, il y a trois échographies pardon, Ouais. programmées, premier, deuxième, troisième trimestre, et moi j'en avais à chaque fois une de plus entre chaque. Ok. Donc j'en ai fait, j'ai plus exactement les dates exactes, mais en fait, moi je disais tout le temps, bah, j'ai la T1, 1,5, 2, 2,5, 3 et Ok. 3,5. D'accord, ouais. Et du coup, tout va bien aussi sur cet examen? Ben, encore une fois, la grossesse poursuit son cours et bah, Lou, bah, on apprend plus du coup assez rapidement que c'est un garçon parce que vient en fait un moment où elle pose du coup l'appareil sur mon ventre et clairement on ne pouvait pas manquer que c'était un garçon. Voilà, donc sans surprise du coup nous apprenons que nous allons accueillir un petit garçon donc super content même si voilà, on n'avait pas spécialement de préférence mais on était quand même content de savoir que c'était Ouais. un petit garçon. Mais par contre, bah, toujours des notches hein, qui persistent, et cette fois, type 1 d'un côté, type 2 de l'autre. Donc on monte d'un grade. Mais encore une fois, elle me dit, non, non, mais vous inquiétez pas, votre bébé grandit, grossit, il est dans ses courbes, tout va bien. Tout va bien. Ok. Il bouge, tout est à sa place, les organes, le cerveau, tout fonctionne. Donc voilà. Donc elle se voulait ultra rassurante. Et mon gynécologue, du coup, à qui je montrais à chaque fois bah, les échographies me disaient ah non, non, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Donc, avec mon conjoint, on questionne un petit peu ces notches quand même en disant bah, vous nous dites que c'est pas grave, mais ils sont là, donc Ouais. qu'est-ce qu'on fait quoi? Donc là, il nous explique un petit peu que bah, en fait, les notches, ils les font pas systématiquement parce que en fait, sur une propension de 100 femmes, il pourrait y avoir un pourcentage assez conséquent de femmes qui en ont, sans explication, mais sans aussi que ça n'ait d'impact en fait sur le développement de l'enfant. Et que moi, en fait, ils le font juste parce que j'ai cette mutation du facteur 5 qui fait qu'ils préfèrent quand même garder un œil dessus, mais que comme le bébé garde, voilà, il est dans sa lancée au niveau de sa courbe, ça se poursuit bien, c'est vraiment pour vérifier. Ok, oui, vu que bébé grossit correctement et dans ses courbes, il n'y a aucun stress à avoir là-dessus, quoi. Voilà. Ok. Ok, d'accord. Donc, du coup, ta grossesse bah, se poursuit tranquillement. Là, t'as pas de soucis particuliers. Non, pas du tout. Ok. Du Tu te tout. prépares pour l'accouchement? Tu suis des cours de préparation à l'accouchement? Oui, enfin j'ai trouvé d'ailleurs une sage-femme qui était d'ailleurs à l'autre bout de ma rue, donc je me suis dit parfait. Donc je la contacte et en fait elle me dit que les cours vont se mettre en place vers la fin du septième mois, je crois, avec possibilité de présence du conjoint. Oui. Donc, moi, vu que j'avais un conjoint qui était très investi dans la grossesse, hein, que ce soit au niveau des achats, de la préparation, enfin voilà, il m'a accompagné au maximum qu'il a pu au rendez-vous pour les échographies. Donc, il venait avec moi au cours et ça se passait très très bien. On était trois femmes enceintes de leur premier enfant, toutes les trois un garçon. Donc, voilà, c'était un petit groupe plutôt sympa. Les cours se passaient bien, tous les hommes étaient très investis, enfin, c'était des bons moments, vraiment. Ok. Ok. Et du coup, tu avais des envies pour ton accouchement? Tu avais des projets? Alors, non, pas spécialement, dans le sens où comme c'était mon premier accouchement et que j'en avais une peur bleue, Ok. j'avais très peur d'accoucher, enfin, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, hein, parce que j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui ont des enfants, c'est pas une partie de plaisir, mais voilà, elles s'en sont toutes bien sorties, avec des enfants qui sont extraordinaires aujourd'hui. Donc, mais je ne sais pas, je pense que j'appréhendais vraiment la douleur en fait. Ouais. Donc, je me programmais un accouchement par voie basse, mais avec péridurale, quoi. Ça, c'était quelque chose qui me tenait très, très à cœur. Ouais, pas avoir des douleurs liées à un accouchement physio, quoi. Voilà, Ok. D'accord. Donc, du coup, bah, t'arrives petit à petit au terme au final. c'est ça. Donc, voilà, mon ventre grossit bien. J'ai pas un très, très gros ventre, mais on voit bien que, voilà, on voit que je suis enceinte. Donc voilà, je suis arrêtée vers le mois d'octobre, un petit peu avant le début du congé mat parce que voilà, je commençais à fatiguer. Donc voilà, je suis arrêtée. Le congé mat débute fin novembre.
vraiment, tout se passe bien, tous les feux sont au vert. Euh, mais il y a quand même eu du coup la fameuse échographie du troisième trimestre où en fait, je sais pas pourquoi, il y avait une partie de moi qui était pas satisfaite du poids qu'elle m'avait annoncé. Ok, pourquoi? C'était trop petit? Bah, je m'attendais à plus. Je Ok, m'attendais à plus. Je crois qu'elle m'avait annoncé 1,9 kg à, d'accord. à 33 semaines d'aménorrhée, je crois. Quelque chose comme ça. Enfin, vraiment, c'était tout début du troisième trimestre. Ouais, Et je ne sais pas pourquoi, je m'imaginais, je crois que c'était à cause de l'application Grossesse Plus qui ok, donnait un petit peu d'estimation de poids et je trouvais qu'il était pas dedans. Mais il était toujours dans sa courbe. Donc, du coup, ouais. la femme me dit, vous Ça inquiétez pas, l'inquiète pas, ouais. c'est ça. Donc, elle me dit, bon, ben, on va faire une dernière écho, donc la fameuse T3,5, qui est Ouais, programmée à 36 semaines d'aménorrhée. ok, Donc, on y va. Et là, je me dis, bon, bah, il va prendre du poids, il va grossir. Et du coup, elle m'annonce 2,2 kg. Et là, pareil, je dis, c'est pas beaucoup ça pour 36 semaines, pas très loin du terme. Et elle me montre les courbes et moi, je constate une baisse, mais ok, très légère, mais vraiment très légère, quelque chose vraiment insignifiant aux yeux de la sage-femme, mais une baisse quand même à mes yeux de maman. Donc, on en discute un petit peu et je lui dis, écoutez, déjà, pardon, déjà la dernière fois, il était au 20e de percentile, ce qui le classait déjà dans les bébés de moyenne basse. J'ai ouais, dit, là, il est passé au 17e. ouais. Donc on chute un petit peu, ouais. On chute un petit peu. Mais elle me dit, oui, mais il est toujours dans sa courbe. Oui, mais il baisse. Enfin, Ouais, tu sentais qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond, toi. Bah, c'est pas ça, c'est que je me disais, bah, je sais pas, c'est bizarre, il est pas censé baisser, il est censé, justement, et on est dans le dernier trimestre, c'est là qu'il doit se remplumer à fond pour la sortie, quoi. Donc, je sais pas, mais bon. Donc, cette toute dernière écho, mon conjoint n'avait pas pu venir parce qu'il avait malheureusement épuisé son quota d'échographie auquel il pouvait venir avec moi. Donc, j'y étais allée avec ma maman. Et ma maman qui, voilà, qui se veut rassurante en disant, écoute, la professionnelle te dit que tout va bien, c'est que tout va bien. Ouais, Donc elle me dit, ce que je vous propose, c'est vous en parler avec votre gynécologue et vous revenez vers moi s'il faut faire une toute dernière écho. ok, Ok. Donc j'ai rendez-vous chez le gynécologue une ou 2 semaines plus tard. Je lui explique, je lui montre. Et lui, en fait, il a regardé du coup toutes les courbes parce qu'il y en avait quatre. Et lui, il m'explique, écoutez, il n'y en a qu'une où il a un tout petit peu baissé. Euh, Vraiment, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Machin. Donc voilà, donc je lui dis, bah, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, bah, si vous voulez, on peut en faire une toute dernière si ça peut vous rassurer. Mais vraiment, pour moi, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Donc là, je me dis, bon, Mélusine, va falloir lâcher un peu du lest, faire confiance aux professionnels. S'ils te disent que tout va bien, c'est que tout va bien. On va profiter des dernières semaines. Et voilà, on ne va pas planifier cette dernière échographie, vu que la sage-femme, le gyné, tout le monde te dit que tout va bien, c'est que tout va bien. Je ne la planifie pas. ok. Et donc les semaines passent et puis bah, moi je continue à prendre du ventre, donc je m'inquiète pas, je prends du ventre, je prends du poids. Donc pour moi ça voulait être, c'était un indicateur que Louis grossissait, parce que lui du coup on l'avait appelé Louis. Ouais, ok. Et du coup, comment se passe la suite? Donc là, t'es Euh, déjà à 36 semaines passées, du coup, là, ça y est. oui, je suis à 36 semaines passées, donc avec mon conjoint, on est vraiment dans la dernière ligne droite. On se dit, bon, bah, la prochaine fois qu'on va à l'hôpital, c'est pour accueillir Louis. Donc, on arrive aux fêtes de fin d'année, donc Noël, etc. Le 24 au soir, nous sommes chez mes parents, où Louis bouge, hein, donc il est en interaction avec son grand-père, sa grand-mère, ses tontons, ses tatas, tout le monde est super content. Ouais, La soirée se passe, donc on rentre à la maison, et ensuite vient le 25 au matin. Je me lève, et en fait, on s'apprêtait un petit peu, on était un petit peu en speed, parce que bah, fallait qu'on aille au repas de Noël de midi chez les parents de mon conjoint.
Donc je me lève, je prépare deux, trois mignardises pour l'apéritif, je me douche en express et puis c'est parti, on part chez mes beaux-parents. Et en arrivant chez mes beaux-parents, je dis à mon conjoint, je dis c'est bizarre, je l'ai pas encore senti ce matin. Et là, mon conjoint me dit, oh, à mon avis, il a bougé quand tu te préparais ce matin, tu n'as peut-être pas fait attention vu que tu te préparais. Il m'a dit, mais ne bouge pas, il me ramène un jus de pomme en me disant, on va lui donner un petit peu de sucre, ça va le réveiller. Donc le sucre ne le réveille pas, je vais me coucher, il bouge pas. Donc là, je commence à paniquer hein, parce que Louis était quand même un bébé très très actif hein, pendant la grossesse. Il n'y a pas eu une journée ou une heure même où je ne le sentais pas bouger. Ouais, d'accord. Donc là, on commence un peu à s'inquiéter. On appelle Medigard qui nous dit que voilà, pour nous rassurer, il vaut mieux aller faire une écho et un monito de contrôle pour vérifier. Donc, on va voir mes beaux-parents. On venait de finir de manger et je leur dis, bah, écoutez, on va juste faire un petit contrôle pour nous rassurer. On revient tout à l'heure. Donc, nous, on part presque la fleur au fusil hein, en se disant, bon, c'est en fin de grossesse, c'est normal qu'il bouge plus, Ouais. etc. Il a moins Oui, de c'est juste place. pour se rassurer, quoi. C'est ça. Donc, on arrive aux urgences. On est reçu très rapidement. Donc, je rappelle qu'on est le 25 hein, décembre. Oui, le jour de Noël, donc forcément, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc voilà, donc on est accueilli par une sage-femme, donc on lui explique. Et donc, tu es à Elle nous 39 fait semaines, là, c'est ça, on est au niveau du 39, terme. ouais, 39 plus 3. J'étais à Ok, 39 plus 3 ou plus 4, je ne sais plus. ouais. Oui, mais bon, t'es Euh, bien dans le quasiment terme, à là. terme. Oui, parce que d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais mon terme était le 7 janvier. Ok, Donc elle pose le monito, bon, bah, elle trouve pas de cœur. On passe du coup rapidement en échographie avec la gynécologue. Et là, le diagnostic tombe, mort fétale in utero. ok. Et on te l'annonce comme ça, ou est-ce que... Ah non, 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 avec beaucoup de précautions et beaucoup de douceur, c'est peut-être pas le bon terme, mais on voyait que la gynécologue était très désolée. Ouais, ok. D'ailleurs, la gynécologue a pleuré avec nous. Ouais. Ah, je pense que c'est pas le genre de nouvelles qu'on apprécie de donner, hein, clairement. Non, en sachant que quand on est arrivé au service, tout le monde avait été très bienveillant, en sachant que ils savent que quand il y a une absence de mouvement fœtal, ça peut être ça peut ne pas bien se finir. Ouais, Donc la sage-femme nous annonce ça. Donc sur le coup, moi, je panique complet. Je commence vraiment à presque vraiment à m'exciter en fait sur la chaise en disant mais non, c'est pas possible quoi. C'est pas possible. en ton temps, hein. J'étais avec mon conjoint qui bon bah s'écroule aussi. Hein. C'était vraiment la dernière chose à laquelle on s'attendait. Ouais, Donc la gynéco doit malheureusement partir parce qu'elle a une urgence. Et donc, elle nous dit, je vous laisse un petit peu seul pour encaisser ouais, la nouvelle, si on peut vraiment l'encaisser, j'ai envie de dire. Donc, elle vous laisse dans une salle bah, d'examen. Et, euh, et là, j'ai un peu perdu la notion du temps. C'est-à-dire elle est partie et aujourd'hui encore, je ne pourrais pas dire combien de temps elle est partie. ouais, J'ai l'impression d'être restée pendant des heures dans cette pièce, alors que visiblement, de ce que mon conjoint dit, elle est partie 15 minutes à tout ouais, casser. ok, Mais j'avais vraiment l'impression que ça faisait 3 heures qu'on était dans cette salle. Donc, quand elle est partie, j'ai regardé mon conjoint et je lui ai dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, vraiment, c'était une question un peu idiote. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on attend. ouais, Et donc, il me dit, bah, je vais appeler nos parents quand même pour leur dire. Donc il appelle en premier ses parents, donc forcément le choc de l'annonce, hein, il a été énorme. Et donc ensuite il appelle mes parents pour leur annoncer. Et mes parents en fait habitent à 3/4 d'heure de là où nous on habite. ok, Et du coup mes parents ils ont dit on arrive.
Alors, sur le coup, on leur dit, bah, non, enfin, ça Et ne ça sert à sert à rien rien. que vous veniez. Et du coup, mon père, il me dit, je viens. Là, Ouais, j'avais compris que ça forcément. servait à rien d'essayer de les retenir, quoi que je En dise, général, quoi quand que les je papas fasse. disent je viens, tu peux plus rien dire, hein. Non, c'est ça. Donc, quand papa a dit j'arrive, donc je dis, ok, venez. Mais je leur ai expliqué que ce soir, il n'allait rien se passer. Enfin, je ne pensais pas. Donc, quand on raccroche, donc mon conjoint va rechercher la gynéco parce que donc moi, au moment de l'annonce, en fait, j'ai été prise par la panique. Puis il y Ouais, a eu le deuxième temps où je me suis écroulée. Vraiment, bah là, il y a vraiment les larmes qui ont coulé, mais à flot. Donc mon conjoint va rechercher la gynéco en disant, bah écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rentre chez nous? Et du coup, la gynéco revient avec une sage-femme et nous explique. Elle va nous dire, bon bah voilà, on va vraiment maintenant vous expliquer ce qui va se passer. Donc, elle nous dit, voilà, donc le cœur du bébé s'est arrêté. Aujourd'hui, on ne peut pas vous dire pourquoi. Mais par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il va falloir accoucher. Donc là, je la regarde avec des grands yeux, hein, parce que ça, pour le coup, je ne savais pas qu'il fallait que... ouais. Je pensais qu'ils allaient me faire une césarienne. Mais elle m'a dit, non, il n'y a pas de raison, en fait, pour faire une césarienne. Il n'y a pas de mise en danger Mm. de votre santé ou de celle du bébé. Donc, Et puis c'est presque plus dangereux avec la chute d'hormones de faire une césarienne, ce qui impliquerait sûrement, il y a plus de risques d'hémorragie, je crois. oui, sûrement, d'ailleurs. Ouais, Mais, donc voilà, elle m'explique. Elle m'a dit, vous avez deux solutions. Soit vous retournez chez vous et puis avec une première prise de médicaments, soit vous restez à l'hôpital jusqu'à ce que en fait, l'accouchement se déclenche, quoi. Parce ouais, que du coup, il s'est déclenché. Donc moi, je la regarde, elle a l'air de dire, tu veux vraiment que je rentre chez moi? Enfin, je lui dis, tu veux. Donc je lui ai dit, non, non, je veux pas rentrer chez moi, je veux rester hospitalisée. Voilà. Donc je lui dis, à la seule condition que mon conjoint puisse rester avec moi. ok, Donc là, elle me dit que oui, oui, qu'il n'y avait pas de souci, que j'allais être admise dans un service de grossesse difficile et que c'est un service dans lequel les conjoints ont un lit ok, pour dormir en fait avec les partenaires. Donc ça m'avait déjà rassurée. Donc on est admis en chambre avec un personnel soignant qui a été extraordinaire. Je n'ai vraiment pas les mots pour décrire le personnel de ce service qui a été d'une humanité sans nom. Je m'attendais pas à ça. ouais, Euh, donc la gynécologue revient et m'explique en fait que c'est un protocole médicamenteux sur 72 heures à raison de une prise toutes les 24 heures ok, et que on commence ce soir. Ok. Donc elle m'explique que le premier cachet n'a pas du tout pour vocation de mettre en route le travail, que c'est juste pour aider un petit peu le col. d'accord, Alors, du coup, elle vérifie, parce qu'elle avait vérifié en amont, et j'étais à même pas un doigt encore, hein, col ramolli, mais même pas un doigt. Donc, elle me dit, faut un peu booster le col pour préparer. ouais, Donc, là, je vous dis ça, il était 21 heures. En sachant que du coup, il y avait toute ma famille qui avait débarqué, il y avait mon père, ma mère, mon frère, ma belle-sœur, enfin, le frère de mon conjoint, tout le monde était venu. Euh, avec une autorisation du service pour faire une entorse hein, au règlement sur le temps de visite, qui normalement se finissait à 20 heures. Là, ils avaient bien compris que on avait besoin que notre famille ouais, soit là. Donc, ils sont restés tous jusqu'à 23 heures à peu près le jour-là. ok, Et les parents m'ont dit, bah, on revient demain. Donc, je leur avais dit OK. Donc, tout le monde s'en va. Et quand tout le monde s'en va, du coup, je dis que je suis prête pour le premier médicament. Donc, ils me le donnent. Et ça a été un moment, on était dans la chambre avec mon conjoint, on se disait, mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Enfin, je sentais en fait, je sentais l'ouïe dans mon ventre, mais vraiment, je sentais qu'il y avait plus de tonicité. Je sentais, en fait, c'était un poids mort, en fait, qui se baladait à droite, à gauche. C'était très désagréable comme sensation, ouais, au point, en fait, justement, je me disais, mais
faites-le sortir, quoi. Enfin, c'était insupportable pour moi. Et mon conjoint, en fait, me disait, c'est horrible ce que je vais dire, mais là, je m'inquiète juste pour toi. Ouais. Il avait peur de complications. Oui, ce qui est normal du coup, parce que de manière complètement terre à terre, bah, c'était déjà fini pour le bébé. Donc forcément, lui, tout ce qui l'importait, c'était toi, c'est logique. C'est ça. En sachant que, en arrivant au service, j'avais un petit peu de tension. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas si c'était à cause du stress ou s'il y avait un début de problème qui se faufilait, quoi. Ouais. Donc voilà. Donc j'ai pris le premier médicament. On n'a pas dormi de la nuit, forcément. On a beaucoup discuté hein, de tout ça. Euh, enfin, voilà, de ce qu'on ressentait. Et en fait, dans la nuit, j'avais mal, mais en fait, je n'arrivais pas à cerner quel type de douleur c'était. Des crampes très aiguës qui se profilaient toutes les 15-20 minutes. Vraiment un truc très aigu. Et je pense que j'étais un petit peu presque dissociée en fait, parce que mon conjoint il me dit, mais t'es en train de contracter là? Je lui disais, bah non, c'est pas Ouais. possible. Enfin, je dis, le médicament il est pas censé mettre en route le travail. Donc, et vraiment douloureux. C'était vraiment douloureux. Donc, mon conjoint il me dit, je te laisse pas comme ça. Donc, il appelle une sage-femme de nuit hein, qui vient et elle me regarde, elle me dit, mais en fait, le travail est en train de se mettre en route. Ouais. Je la regarde, je dis, mais c'est pas possible. Enfin, je dis, j'ai pas pris le médicament pour que ça se fasse, quoi. Et elle me dit, bah, c'est comme ça. Elle m'a dit, le travail est en train de se mettre en route naturellement. Donc, je me souviens même en avoir presque ironisé en me disant, ça pouvait pas se faire 3 jours plus tôt. Je dis, il aurait peut-être été vivant à l'arrivée. Ouais. Mais bon, c'est dans ces moments-là, on ne choisit pas. Donc la nuit passe difficilement hein, parce que ça prenait en intensité. Et en fait, à midi, donc du coup, j'ai pas eu besoin de prendre le deuxième médicament. Hein. Oui, parce que c'était déjà lancé là. Là, c'était déjà lancé et bien lancé. Hein. Ça me prenait dans le ventre, dans le dos, dans les reins. Enfin, ça me prenait vraiment partout. Moi qui Ouais. appréhendais la douleur, j'étais presque contente à ce moment-là en me disant bon bah au moins je vais aller jusqu'au bout du truc et puis je vais Ouais. mettre mon fils comme tout le monde. Et à midi, on était sur quelque chose de l'ordre de toutes les 2-3 minutes. Et mon conjoint était là, donc il essayait de m'épauler, il me donnait à boire, il m'emmenait aux toilettes si besoin, enfin des choses comme ça. Et il me dit, mais appelle la sage-femme, elle t'a expliqué que dans cette situation, de toute façon, tu pouvais avoir la péridurale le plus tôt possible pour que, on va dire que, au moins physiquement, je souffre le moins possible. Et moi, j'étais là, non, non, c'est bon, ça va, ça va, ça va. Et en fait, au bout d'un moment, ça n'allait plus du tout. Donc là, il est midi. La sage-femme vient me voir et me dit, vous partez en salle de naissance. Ok. Donc ils me mettent sur un fauteuil roulant, donc je pars. Et en fait, je regarde la sage-femme et je lui dis, pitié, dites-moi juste qu'après, je ne pars pas en maternité. Ouais. Et elle me dit, non, mais on serait inhumain de vous faire ça. Elle m'a dit, il en est hors de question. Elle m'a dit, vous finirez l'hospitalisation en grossesse difficile. Il n'est même pas pensable et imaginable que vous partiez en maternité. Ouais. Ouf. C'est vrai que c'est une question qui est quand même importante à poser parce que je suis pas sûre que tout l'établissement ait cette façon de penser qui est très logique, hein, mais voilà quoi. C'est ça. Donc, je pars en salle de naissance. Donc, l'anesthésiste vient tout de suite avec l'infirmière anesthésiste, qui, pareil, elles ont été extraordinaires toutes les deux. Elles ont réussi à me faire rire. On a un petit peu discuté de tout, de rien, un petit peu. Donc, ça m'a fait du bien. Donc, entre-temps, mes parents étaient arrivés. Ils m'attendaient en chambre avec mon frère et ma belle-sœur. Donc, on part en salle de naissance. Donc, elle me pose la péridurale qui fait effet assez rapidement. Donc, il est midi, midi et demi. Et ben là, on arrive dans la phase où là, il faut attendre.
on attend. Donc, elle me vérifie à midi, j'étais à 3. Ouais. Donc, en parallèle, ben, le problème, c'est qu'on était parti en catastrophe, donc on n'avait pas notre dossier, j'avais pas ma valise, enfin, j'avais rien. Donc, Pierre me dit, je vais devoir partir chercher la valise de maternité, quoi, pour te la ramener. Et du coup, la sage-femme, elle dit, bah, est-ce que vous voulez que votre maman prenne le relais ou votre papa ou je ne sais qui? Donc, moi, je lui dis que oui, je lui dis, j'ai pas envie de rester toute seule, quoi. Ouais. Enfin, on était, ouais, du coup, on était le 26 décembre. Il y avait un C'est peu sûr. une ambiance un peu festive dans les salles de naissance en se disant un peu bébé Noël. Moi, j'étais là, bon, bah, moi, c'est pas trop la fête, donc j'ai Ouais, pas la envie d'être période seule. aide pas en plus à ce deuil qui est en train de se mettre en place, quoi. Donc, ma maman arrive et en fait, elle est restée avec moi bah, tout le long. Du coup, moi, alors, je ne sais pas si c'était un petit privilège qu'on m'octroyait de par la situation, mais j'avais le droit de m'hydrater. Donc, toutes les heures, j'avais le droit de boire un gobelet d'eau. Donc, j'avais ma mère voilà, qui m'épongeait le front parce que j'étais au bout de ma vie, hein. J'étais en train de me dire, dans quelques heures, il est là. Mm. Donc la sage-femme, elle revient et en fait, il s'avère que je dilate un petit peu plus vite que prévu. Donc, je passe de 3 à 4, de 4 à 7 Ok. et de 7 à 10. Donc, je discutais du coup avec Pierre était revenu entre-temps. Je discutais avec la sage-femme qui était incroyable, hein. Encore une fois, je m'en souviendrai toute ma vie, hein, de Nathalie qui a été avec moi du début à la fin, hein. Elle Ouais. m'a accompagnée le matin à sa prise de poste jusqu'au soir à la sortie de la salle de naissance. Donc, on était en train de discuter. J'étais pas presque bien, mais en tout cas, le fait d'être bien entourée, etc., ça me Mm. permettait de rendre le moment un peu plus supportable, on va dire ça comme Ouais. ça. Et en fait, à un moment, je dis à la sage-femme, je dis, écoutez, il se passe un truc en bas. Je dis, je sens quelque chose qui appuie, qui pousse. Donc, elle vérifie et elle me dit, effectivement, il va falloir pousser. Donc, avec Pierre, on se prend la main. Pierre, il me dit, c'est bon, tu vas y arriver, je suis là. Donc, ça s'est passé très rapidement. J'ai pas eu besoin de pousser. Je crois que j'ai poussé 3 fois. Ok. 3 fois, et Louis était là. En sachant que avant de commencer à pousser, on en avait discuté avec la sage-femme. Elle m'a dit, bah, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez couper le cordon, monsieur? Est-ce que vous voulez le voir tout de suite après? Est-ce que vous voulez Mm. que je le prépare un petit peu d'abord? Donc, Pierre voilà, n'avait pas voulu couper le cordon, et ça, je peux complètement l'entendre et le comprendre. Et on avait demandé si elle pouvait le laver et l'habiller d'abord. Ok. Louis sort, elle le met sous un drap. Elle m'explique, elle me dit, bon, il a plein de cheveux et tout. Elle m'a dit, il est super beau. Donc, elle me dit, je vais d'abord vous recoudre parce que j'ai eu besoin d'avoir quelques points. Ouais. Et voilà, elle va le laver, l'habiller, elle nous le présente, donc elle nous l'amène tout mignon dans son petit pyjama. Elle me dit, ben voilà, voici Louis. Elle m'a dit, il fait 49 centimètres pour 2,2 kg. Ouais. Ah, je la regarde, je dis 2,2 kg. Elle me dit oui, 2,2 kg. Et là, je regarde Pierre, je dis, bah en fait, il a arrêté de grossir après la dernière écho, quoi. Oui, il a pas du tout pris de poids, ouais. Et bon, sur le coup, je me dis, bon, tant pis, c'est pas grave. Là, je voulais juste passer du temps avec mon fils. Donc, elle nous dit, bah voilà, vous avez le droit, comme les autres mamans, de passer 2 heures avec lui. Comme ça nous permet aussi de vérifier que vous, physiquement, tout va bien. Euh, et elle me dit, il faut quand même que je vous dise que votre placenta était petit. Ok. Et petit, c'est-à-dire, enfin, je vois pas des placentas tous les jours, donc je Oui. savais pas. Donc, elle me dit, bah, vous voulez le voir? Donc, bah, oui, montrez-le-moi, même si ça me parlera pas plus, mais elle me montre, donc elle me montre le placenta. Je dis, oui, il est pas gros, mais en même temps, On sait pas comment ça doit être gros, donc forcément. et elle m'explique qu'il doit faire un certain pourcentage du poids du bébé. Elle m'explique, mais je comprends pas vraiment, et je me suis dit, de toute façon, là, je m'en fous, ça changera Ouais. plus rien.
Voilà, donc elle part et on peut passer du temps avec Louis. Donc ça a été très fort en émotion. On a pu lui parler, lui chanter des chansons. Euh, on a pu le montrer du coup au reste de la famille, à ceux qui le voulaient. Mm. Donc il n'y avait que mon côté de la famille, malheureusement du côté de Pierre, il n'avait pas pu venir parce que la maman de Pierre voilà, est malade et nécessitait que son mari reste près d'elle. Mais du coup, mes parents sont venus, tout le monde a pu le porter parce que c'était important pour eux, hein. De mon côté, c'était le premier petit-fils de la famille, enfin, d'ailleurs le Ouais. premier petit enfant tout court. Donc c'était très fort en émotion. Mm. Et du coup, la sage-femme, elle nous explique que si on voulait, il pouvait faire des photos. Donc nous, on l'avait déjà pris en photo. Donc après, elle nous a pris, elle a fait une belle photo de famille hein, où on est tous les trois. Ouais. Euh, Elle nous explique que si on voulait, il était possible d'avoir les empreintes de Louis, les mains, les Ouais. pieds. Donc bien sûr, on dit oui. Et elle nous demande du coup si on est d'accord ben, pour tout ce qui est autopsie fœtale, autopsie du placenta, etc. Donc nous, on avait déjà donné notre accord dès l'admission, hein, c'est-à-dire que ça avait été particulier aussi. Et d'ailleurs, le service en était très désolé. Mais quand on a été admis à l'hôpital, on a été bombardé en fait de questions de bah, est-ce que vous voulez la question déjà de la mutuelle pour la chambre, le fait chambre seule, chambre double, il faut Oui. que vous ayez les papiers. Est-ce que On te du pose coup, la question de la chambre double quand même. Et- ouais, Ouais, ok. pour la mutuelle, hein, et il me disait je suis désolée, on est obligé. Hein. Je Ouais. dis, non, non. Donc ensuite ils sont venus avec plein de papiers pour les autopsies parce fallait des autorisations, machin. Donc bah, nous on a tout coché, hein. On a dit bah oui on veut savoir ce qui s'est passé. Donc sur Louis, sur son placenta, moi j'ai dit vous me faites autant de prises de sang que vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc d'ailleurs le soir de l'admission j'ai fait littéralement un don du sang parce que j'ai dû donner je pense entre 30 et 40 éprouvettes. Ok. Mais voilà, j'étais vraiment dans un truc, il faut comprendre, quoi, je veux Mm. savoir. Donc, on est resté avec Louis, bah, pareil, hein, ils ont fait une petite entorse. On a pu rester 1 heure de plus avec lui, c'est-à-dire qu'au lieu des 2 heures, bah, ils nous ont laissé trois. Ouais. Et puis, bah, on est arrivé au moment où il a fallu le laisser. Mm. Elle nous avait expliqué qu'on pouvait le revoir le lendemain, avant qu'il parte dans un autre hôpital pour l'autopsie. Donc j'avais dit que je verrai demain. Je pouvais pas dire oui, je pouvais pas dire non. Mais voilà, donc on est retourné en chambre où du coup bah il y avait ma famille qui m'attendait et puis bah voilà c'était fini quoi. Euh, donc la gyné est revenue quelques heures après parce que du coup je suis rentrée en salle de naissance à midi, j'ai accouché à 17h40. Je suis du coup revenue en chambre, il était 21h ou 22h. Donc, il nous avait proposé si on voulait manger, si on voulait boire quelque chose. Donc, évidemment, moi, je n'ai dit oui à rien. J'avais Ouais. envie de rien. Ça passait pas. Non, ça passait pas trop, donc j'ai un petit peu bu quand même. Mais la gyné est revenue après en début de soirée et elle m'expliquait que de ce qu'elle avait observé, sa première hypothèse partait quand même sur un problème de vascularisation au Ok. niveau du... Et là, je lui dis, est-ce que c'est de ma faute parce que j'ai pas fait la fameuse dernière écho qu'on m'avait proposée? Elle m'a dit, tout ce qui devait être fait avait été fait. Elle m'a dit que ce soit vous ou du côté du personnel médical, personne ne pouvait savoir que ça allait finir comme ça. Ouais. Parce que même si c'était un petit bébé, il restait dans ses courbes. Bon, sur le coup, on a un peu du mal à encaisser, hein, en se disant, bah, en fait, il y avait des signes depuis le début, donc les fameux notches. Mais bon, c'est comme ça, hein. De toute façon, j'ai dit, on peut ruminer le truc dans tous les sens. Oui. Louis n'est plus là. Donc voilà. Donc on est resté à l'hôpital jusqu'au 28. Jusqu'au 28. Ensuite, l'interne était venu nous voir en nous demandant si on voulait rester plus longtemps.
Donc, moi, je lui avais dit non. Je lui ai dit, je veux rentrer chez moi. Et il nous avait expliqué que si on voulait, si on rentrait et qu'on voyait qu'on était un peu mi-figue, mi-raisin, l'hôpital serait un hôtel pour nous, c'est-à-dire qu'on les appelle, ils nous préparent une chambre et on reste Ok. le temps que nécessaire. Mais moi, dans ma tête, je me suis dit, je veux sortir d'ici, je n'en peux plus, quoi. Enfin, Ouais. je veux rentrer chez moi. Donc, on est rentré chez nous le 28 décembre en fin de journée. Ok. Ok, d'accord. Et comment se passe la suite? Du coup, tu dois forcément organiser des obsèques pour Louis? Oui, quand nous étions à l'hôpital, ils nous ont expliqué qu'il y avait deux façons de faire. Ils nous ont dit, soit c'est nous qui organisons, elle nous donne les grandes lignes, elle nous dit c'est une crémation avec d'autres bébés dans notre crématorium qui est situé dans un coin dans lequel nous on ne va jamais, qu'on serait informé du jour de la crémation et que du coup ils seraient dispersés au jardin du souvenir. Je vous cache pas que à chaud, j'ai dit oui. Ok. Je me voyais pas du tout organiser quoi que ce soit. Mais pendant l'hospitalisation, du coup, on a relu correctement le procédé. Et j'ai dit non, c'est mort. J'ai dit bon, ça se passera pas comme ça pour mon fils, il mérite mieux que ça. En fait, c'était une crémation organisée. Alors, on était informés, mais on n'avait pas le droit d'être là. Ok. Et il serait vraiment dans un jardin du souvenir qui est dans un coin dans lequel on ne va jamais. Donc je me suis dit non, 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 non. Donc j'ai dit à l'hôpital, j'ai dit non, finalement, c'est nous qui organiserons les funérailles. Voilà. Ouais. Donc on est allé rapidement chercher bah, un prestataire pour du coup les obsèques, en sachant qu'il fallait attendre que Louis revienne de l'autopsie. Hein, donc déjà là, ça a pris quelques jours. En sachant que bah, malheureusement, après les fêtes, il y a beaucoup de décès. Donc en termes de place sur les plannings, il n'y avait pas grand choix. Ok. Donc en fait, on a eu les obsèques 15 jours après. D'accord. Et 15 jours, c'est très long quand on Ouais. attend. Donc il y a eu les obsèques où donc nous on a fait appel à un diacre pour on n'a pas fait une messe mais on a fait une bénédiction et le diacre nous a expliqué que en 42 ans d'années en tant que De diacre, pratique, ouais. il n'avait jamais eu encore affaire à ce cas de figure-là. Ouais. Il a dit, j'ai déjà eu des enfants, j'ai déjà eu voilà, des drames de la vie. Il a dit, mais ça, jamais. Donc il a dit, je vais faire de mon mieux. Il a dit, mais il a dit, c'est aussi compliqué pour moi. La cérémonie a été parfaite, dans le sens où le diacre a été très, très, très doux et très juste, en fait, dans ses paroles, en disant que bah, malheureusement, il n'y avait pas grand-chose à dire sur Louis, donc il a vraiment orienté la cérémonie autour des parents. Mm. Il nous a rassurés parce que bon, on n'est pas des fervents croyants pratiquants, mais bon, moi je dis toujours, on ne sait pas ce qu'il y a après. Ouais. Donc je lui avais expliqué que je craignais un petit peu un rejet de la cérémonie, enfin de la bénédiction, parce que bah, du coup Louis n'avait pas été baptisé, alors que c'était un projet quand même. Et c'est là qu'il nous a expliqué que même si il n'avait pas été baptisé, il y avait ce qu'on appelle le baptême du désir. Donc il a dit, vu que vous, en tant que parent, vous aviez la volonté de le faire baptiser, il est baptisé. Ok. Donc je me suis dit, c'est bête, mais ça me rassure. Ouais. Je crois que dans les moments-là, il n'y a plus rien de très rationnel d'ailleurs. Et donc la cérémonie a été très belle. Il a été au crématorium, je crois, juste après la cérémonie. Donc nous, on avait organisé à côté, hein, donc on avait appelé la mairie pour bah, le columbarium, tout ça. Et donc il a été admis dans le cimetière de notre village, je crois, 10 jours après.
D'accord. Donc là, depuis, on y va assez régulièrement. Oui, forcément. Et ça vous fait au moins un lieu où vous recueillir, contrairement à l'option A où ça aurait été dans un jardin loin de chez vous. C'est ça. Enfin, pour moi, c'était inconcevable en sachant qu'on s'était dit, bon, on aura quand même des aides de la CAF pour organiser les obsèques. Et puis, forcément, nos familles ont participé aussi, hein, c'était important Ouais, pour eux. Et puis, bah, depuis, bah, la vie, elle reprend son cours, hein, c'est comme ça. ouais, On a eu du coup le rendez-vous post-natal au bout de 8 semaines où du coup ils avaient déjà des éléments de l'autopsie. J'étais très étonnée parce que moi j'avais dit à la sage-femme, je vous cache pas que moi j'attendais rien du rendez-vous d'aujourd'hui hein, en termes de résultats. Pour moi c'était trop tôt. Et ben non. ok, Donc effectivement donc ils ont constaté un retard de croissance avec un bébé estimé à 39 plus 3 ou plus 4, mais un développement de 36 semaines, ok, donc qui vient confirmer le fait que bah, mon placenta avait lâché l'affaire. Donc elle me dit, on a le pourquoi, mais on ne sait pas le comment. On ne sait pas comment le placenta s'est fait, on ne sait pas pourquoi il s'est fait comme ça. On sait que ça a eu des conséquences, mais on ne sait pas pourquoi, en fait, on ne sait pas l'origine. d'accord. Donc, je lui demande s'il y a un lien avec cette fameuse mutation du facteur 5. Ouais, Et donc, du coup, sur ma panel de prise de sang là qu'ils avaient faite, ils ont remarqué, alors faut pas me demander exactement tous les détails, mais que euh, la, la, la mutation que j'avais était hétérozygote, que ça veut dire que un de mes parents en est porteur et que du coup, c'est pas ça qui a eu un impact sur le développement du placenta. ok, Que de toute façon j'étais sous aspégique, que j'en aurais à la prochaine grossesse, etc., etc. Donc mon conjoint regarde la sage-femme et dit bah, vous parlez d'une prochaine grossesse, ça veut dire que c'est possible. Donc elle ok, nous dit oui, oui, c'est possible. D'un point de vue physique, il n'y a aucune contre-indication pour une prochaine grossesse. Elle m'a dit c'est vous, quand vous vous sentirez prêt, il n'y a pas de. Parce que moi, je lui avais dit d'un point de vue physique, même, il n'y a pas besoin d'un temps où le corps doit un petit peu se mm, remettre. Donc elle me dit bah non, si votre utérus s'est repositionné, que voilà, que vous vous sentez prête, il y a pas de souci quoi. ok, En sachant que j'avais eu mon retour de couche hein, déjà, je l'ai eu au bout de 4 d'accord. semaines pile. Et ben, j'ai accouché le 26 décembre, le 26 janvier, j'ai eu mon retour de couche. Ok, au moins c'est rapide. Ouais, je l'ai pas super bien accueilli hein, sur le coup, Ouais, mais bon. Et donc, donc nous, ça nous a fait du bien parce que l'objectif de ce rendez-vous, c'était clairement pas de réparer le passé, hein. Ça mm, ne le réparera jamais d'ailleurs. C'était vraiment comment est-ce qu'on se projette pour l'avenir parce que même quand on a su que Louis était décédé, euh, dans nos esprits, il était clair qu'il y aurait d'autres enfants. ok. Ouais, donc comment tu sais que c'est possible et que la même issue n'est pas programmée, quoi. Voilà, donc du coup, j'ai demandé à la sage-femme, je dis bah, comment se passera la prochaine grossesse en sachant que j'avais déjà un supplément de surveillance hein, avec ces échos supplémentaires. Et elle m'explique, elle me dit, ben alors, quand vous serez de nouveau enceinte, dès 8 semaines d'aménorrhée, vous aurez de nouveau de l'aspégique. Elle m'a dit, ça ne change pas. Une écho tous les mois. Et à partir de 33 semaines d'aménorrhée, elle m'a dit, vous aurez monito, Doppler, tous les 2 à 3 jours Ok, ouais, quand même. pour surveiller que bébé va bien. Et elle m'a dit, comme ça, si on voit qu'il fatigue, on peut le sortir tout de suite. Mais par contre, elle m'a dit, vous n'irez plus jamais au terme d'une grossesse, vous serez forcément déclenché à maximum 39 semaines d'aménorrhée. Ok. Donc je la regarde, je dis OK. Et je lui dis,
que j'irai pas au-delà de 39, ok. Je dis, mais si par exemple, je sais pas, moi, à 37 ou 38 semaines, je suis au bord du craquage nerveux parce que psychologiquement, je commence à atteindre tout ce que je peux attendre, elle me dit, s'il n'y a pas de risque accru pour le bébé, elle m'a dit, on essaie de le garder un maximum au chaud quand même. Elle m'a Ouais, dit, ça sera vraiment quelque chose qu'on mesurera avec vous en temps voulu. Elle m'a dit, c'est même possible que si à 39 semaines tout va bien et que vous voulez attendre encore un peu, on peut aussi retarder. Elle m'a dit, par contre, on n'ira pas au-delà du terme. Elle m'a dit, ça, par ouais, contre, on ne le fera plus. Mais donc, en fait, on aura un peu le choix, on va dire, à la prochaine grossesse. ouais. Dans la limite du terme date maximale possible, quoi. C'est ça. Ok. Et donc toi, tu te sentirais prête à avoir un deuxième enfant là dans quelques semaines, mois, années En fait, j'arrête pas de dire aux gens, si demain je suis enceinte, c'est génial, mais comment dire, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé avec mon conjoint. Il est clair que on est encore à vif hein, du Ouais, décès de Loïc, même si en soi, là, bon, j'en parle, donc c'est normal qu'il y a beaucoup d'émotions, mais les journées se passent très bien, c'est-à-dire que le deuil suit son cours, hein, donc il y a des jours plus difficiles que d'autres, mais globalement, on n'est pas dans quelque chose de, 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 de l'ordre de l'état dépressif pur, hein. C'est-à-dire que bah, voilà, on a repris nos activités, on sort, on voit nos amis. Quand je vois une femme enceinte ou un petit nourrisson, forcément j'ai un petit pincement au cœur, mais je suis pas dans quelque chose de l'ordre de l'évitement. Je vais pas à tout prix éviter les endroits où il y a des enfants, des choses comme ça. ouais, Donc c'est quelque chose qui me fait dire que le deuil suit un processus qui est entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, mais normal, parce que bon, il n'y a mm, pas de normalité dans le deuil, hein. Chacun y va à son propre rythme. Mais moi, je me sentirais prête à retomber enceinte, mais je sais qu'à côté, j'aurais peut-être besoin de plus d'espace de parole. Donc, j'ai commencé un suivi avec la psychologue de la maternité. Aussi parce que si demain je retombe enceinte, euh, je suis au clair sur le fait que ça va être très stressant. forcément, oui. Donc, la psychologue de la maternité m'a expliqué qu'elle pouvait continuer de me suivre ou de nous suivre sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, tant que ça rentre en fait dans le cadre d'un suivi de grossesse, quoi. Ouais. Donc, ça, c'est aussi ma petite bouée de sauvetage de me dire, je serai pas toute seule. Oui, c'est sûr que Mais ça aide. après, ce qui a été dur aussi, c'était de composer parce qu'il y avait nous qui devions gérer notre souffrance. Et il y avait aussi l'entourage Oui, qui, euh, qui fait de son mieux, on va dire. Parce que c'est compliqué pour nous, c'est compliqué pour eux. Mais on voit bien que c'est à deux vitesses. C'est-à-dire que nous, la façon dont on avance, c'est pas la leur. Bah forcément, hein, c'était leurs petits-enfants, enfin leurs petits-enfants, c'était le neveu, la nièce, etc. Mais parfois, il y a des tournures de phrases, des choses un peu maladroites qui peuvent être dites que, voilà, qui peuvent générer de la colère hein, chez moi, hein, notamment parce qu'il y a des fois des phrases qui me dressent les poils sur les bras, mais en même temps, je me dis, c'est pas de leur faute, quoi. Ils peuvent pas ouais, comprendre. oui, forcément. Donc, je sais que quand on est rentré de l'hôpital, bon, on n'avait pas spécialement exposé la grossesse, par exemple, sur les réseaux sociaux. On avait partagé la liste de naissance, mais voilà, on n'avait pas donné plus de détails que ça. Mais beaucoup de monde savait quand même qu'on attendait un enfant.
Donc, on s'est regardé avec mon conjoint, on s'est dit bah, comment on va faire parce qu'on était du coup le 28. Je me suis dit, les gens vont commencer à poser des questions. Alors, est-ce que le travail s'est mis en route? Est-ce que tu as déjà accouché? Et moi, je me sentais à ce moment-là de répondre à ces questions. Donc, ce qu'on a fait, c'est vraiment un message commun et global en fait à tout le monde où en fait on a expliqué voilà, il s'est passé ça, Louis est décédé, on a été hospitalisé, on est rentré là maintenant tout de suite à J plus 3-4. La seule chose qu'on vous demande, c'est de nous laisser un petit peu tranquille, de nous laisser un petit peu de temps, de comprendre que du coup, parfois, les réactions qu'on va pouvoir avoir, elles seront peut-être pas adaptées, peut-être démesurées à vos yeux, mais bon, c'est comme ça que c'est comme ça. Et que du coup, en gros, c'est nous qui allons faire la démarche de revenir vers vous quand nous, on se sentira prêt. Ouais. Donc, il y a eu la famille, ça n'a pas posé souci. Eux, voilà, on a gardé du lien. Les amis très très proches, on a vraiment recommencé à dose homéopathique à revenir au bout de une semaine ou 10 jours. Et après, les choses se sont faites un petit peu naturellement. Mais je me rendais compte qu'ils avaient un petit peu besoin du guide, du parent endeuillé, de bah, comment on se comporte, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut pas dire. Et en fait, je leur expliquais, il y a pas de solution magique, en fait, c'est de pas éviter le sujet. C'est pas un Ouais. tabou. Faut accepter que ben, on risque de pleurer, c'est normal. Que dans ces moments-là, faut pas nous dire que ça va aller, que c'est pas grave, etc. Laissez-nous juste chialer dans notre coin. Soyez juste l'épaule, l'oreille attentive sur laquelle on peut se reposer. J'ai dit, ça ira, mais avec le temps. Mais il faut pas essayer de mettre sous cloche en fait ce qu'on est en train de ressentir parce que ça peut mettre mal à l'aise. J'ai dit, c'est Ouais. comme ça fait partie du package du parent endeuillé. Il y a des larmes, de la compréhension, et c'est comme ça. Ouais, forcément. Et du coup, est-ce que tu as ouais, voilà, des phrases ou des mots qu'il faut pas dire, hein, des conseils à si un proche écoute ce témoignage? J'ai envie de dire que tout ce qui passe par la tête d'une personne n'est peut-être pas forcément recevable ou entendable. Ça va dépendre de ce que la personne est en capacité d'entendre. Mais pour ma part, la phrase avec laquelle j'ai vraiment du mal, c'est la nature est bien faite. Oui. Comment vous dire que non, la nature n'est pas bien faite quand à Noël, t'apprends que ton fils qui devait naître dans même pas 10 jours est mort. Non, Ouais, la nature n'est pas bien faite. forcément. Donc, il y a celle-ci et le fameux vous êtes jeune, vous en aurez d'autres. Ça remplacera pas celui qui est au cimetière. Enfin, Oui. Ouais, ok. Mais franchement, on n'a pas été ultra confrontés à ça. Nous, les gens ont vraiment été super compréhensifs, bienveillants, enfin tout ce que vous voulez. Ouais, c'est déjà bien. Oui, Eh ben, écoute, merci beaucoup à toi pour m'avoir partagé tout ça, de t'être livré à ce point-là et sans filtre sur tout ce qui s'est passé et tout ce que tu as ressenti. Je pense que c'est un témoignage très précieux qui pourra, voilà, malheureusement, tu n'es pas la seule à vivre ça. Et, euh, et voilà, et savoir qu'on n'est pas seul, parfois, ça fait tellement du bien que bravo et merci beaucoup à toi. merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si jamais il t'a plu et que tu souhaites aider le podcast, n'hésite pas à laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement ou un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir et ça peut être d'une grande aide pour aider le projet à avancer. En attendant, je te retrouve mercredi prochain pour une nouvelle histoire d'accouchement.